Bienvenue dans votre émission 100% Congo. Cette émission a pour but de vous présenter les hommes et les femmes qui font notre pays. Nous allons chercher à comprendre la personnalité de ces hommes et de ces femmes qui parfois ont eu une vie difficile, mais réussissent à surmonter cela et deviennent notamment des ministres, des députés, des chefs d'entreprise, des présidents des associations, des présidents des ONG, des enseignants, des douaniers, des policiers, des avocats, des vendeuses au marché et plus. Dans ce premier numéro de 100% Congo, nous avons rencontré M. Thierry Mongala qui a accepté de se révéler à 100%. Regarde. Monsieur le ministre Mongala, bonjour. Bonjour madame. Nous sommes ici pour parler, pas du politique, mais de l'homme. Donc, permettez-moi de vous appeler Monsieur Thierry Mongala. Pas de problème. Comment vous vous définissez-vous? Quel homme êtes-vous? Qui je suis un Congolais, né il y a 53 ans, de père et de mère congolais, marié, père de 4 enfants, juriste de formation, mais on pourra approfondir si vous le souhaitez tout à l'heure. Mes parents qui hélas ne sont plus de ce monde, les deux. Une maman qui est décédée depuis un peu plus de 25 ans et demi, quand j'avais 26-27 ans, à la fin de mes études, Dieu merci, à qui je dois tout. Là également, on pourra y revenir. Un papa haut fonctionnaire, très pointu, un homme intelligent, un homme brillant, hélas décédé lui aussi, mais beaucoup plus tard, quelques mois après ma nomination au gouvernement. Et je leur dois tout à ces deux parents. Donc, votre enfance a plus été marquée par votre maman, c'est ça? Alors, l'enfance, elle est marquée de toute façon par ceux qui sont avec nous au quotidien, c'est-à-dire nos parents, et plus particulièrement par ma défunte mère, parce que je lui dois beaucoup. Je lui dois d'abord d'avoir pu faire des études en Europe. Je lui dois une attention quotidienne soutenue. Je lui dois l'appui matériel. Je lui dois la sollicitude morale. Je lui dois l'amour qu'une mère apporte à son fils, à ses enfants en général, à moi en particulier. Je lui dois enfin ce que aujourd'hui j'essaye de transmettre moi-même à mes propres enfants, c'est-à-dire que l'idée que les parents sont là pour nous accompagner, les parents ne sont pas là pour nous juger, et les parents sont un peu comme un coach qui nous apporte l'élan nécessaire pour essayer de réussir autant que faire se peut notre vie. Monsieur Mongala, on dit de vous que vous avez un brillant parcours. Pouvez-vous nous dire quel est ce parcours? Bon, je n'ai pas un brillant parcours, c'est un parcours commun à tous ceux de ma génération qui ont pu bénéficier de l'appui de leurs parents et de celui de l'État congolais qui octroyait des bourses de manière plus universelle qu'aujourd'hui. Alors mon parcours il est classique, j'ai fait toutes mes études primaires, secondaires et supérieures en France. Peut-être qu'on reviendra dessus là également sur les circonstances qui ont conduit à cela, si vous le souhaitez. Collège, lycée en France, pour ceux qui connaissent ces villes, Fontenay-sous-Bois pour Val-de-Fontenay précisément pour le lycée, préparation sciences politiques dans Paris, premières armes à sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Paris, puis formation en droit à l'université Paris 12 Saint-Maur-Créteil jusqu'à la licence, maîtrise de droit privé à l'université de Nanterre avec une spécialisation plutôt en droit du travail, donc droit privé mais option droit du travail, et enfin un troisième cycle, un DESS en gestion des ressources humaines, toujours à Nanterre. Et ça c'était jusqu'à l'âge de 25 ans et presque 26 ans pour l'ensemble de ce cursus. Bon, maintenant, qu'est-ce qui explique tout ça? Parce que je pense que vous m'interrogerez sur le fait que je viens de vous dire que je n'ai pas fait une seule année, une seule minute, une seule seconde d'études au Congo.
Ça s'explique comment? C'est que je suis né en France donc en avril 1965, parce qu'à cette époque-là, mes parents vivaient en France, mon père finissait ses études, ma mère, donc, qui était son épouse depuis quelques années, était avec lui. Ils sont rentrés au Congo quand j'avais l'âge de 3 mois. J'ai donc vécu, avant la période adulte, en tout et pour tout au Congo, 4 ans, 3 à 4 ans, c'est-à-dire entre 1965 et 1969. Et dans cette suite de sa carrière, mon père est reparti en France pour faire une spécialisation dans le cadre de sa formation d'ingénieur. Et puis finalement, il est rentré, toute la famille est rentrée au Congo en 1973, l'été 1973. J'avais donc 8 ans. Et à ce moment-là, mes parents ayant 2 enfants, moi-même comme l'aîné et mon petit frère, ma mère a considéré que, compte tenu d'un certain nombre de paramètres liés à ma situation personnelle, qu'il serait difficile pour moi de faire des études au Congo dans les conditions, les préjugés de l'époque. Et donc elle s'est battue. C'était une modeste employée fonctionnaire qui travaillait à la gendarmerie et qui pratiquait le métier de couturière à ses heures perdues. Donc vous voyez, quelqu'un de plutôt modeste. Et donc elle a dit à mon père qu'il serait plutôt souhaitable que je reparte en France parce que je ne pourrais pas, d'après elle, faire des études correctes au Congo. Et à ce moment-là, alors pour l'anecdote, il faut savoir que mon grand-père maternel, M. Moutsila Jacques, était pendant la période coloniale, le chauffeur du gouverneur français. C'est-à-dire que, comme vous le savez, l'Afrique équatoriale française était dirigée, administrée par un gouverneur. Il a donc été successivement le chauffeur, ici au Palais du Peuple, ce qu'on appelle la présidence aujourd'hui, qui était le palais des gouverneurs. Il était le chauffeur des différents gouverneurs qui ont été Félix Éboué, Cornu-Gentil et Pierre Messmer. Alors, il s'avère qu'en 1973, au moment où ma mère cherche le moyen de me faire repartir en France pour faire mes études, Pierre Messmer était Premier ministre de la France. Et donc ma mère dit à mon père, je vais écrire à Messmer et lui rappeler que mon père, donc mon grand-père, son père à elle, était son chauffeur et lui demander d'obtenir une bourse pour Thierry. Et mon père lui disait, il ne te répondra jamais, il est Premier ministre, tu comprends qu'il a même dû oublier qui il a rencontré au Congo. Et ma mère a écrit à Pierre Messmer, malgré les colibets de mon père, et à sa grande et bonne surprise, le Premier ministre Messmer a répondu à ma mère, il lui a rappelé qu'effectivement il se rappelait, lui, de mon grand-père, et lui a dit, je vais revenir vers vous pour vous donner une solution pour votre fils. Et quelques semaines plus tard, et là nous sommes probablement en août-septembre 1973, eh bien il répond en donnant une solution concrète, une bourse de l'État français qui couvrait des frais de séjour dans un internat, un pensionnat, payé donc par l'État français, par l'intervention du Premier ministre Messmer, et une certaine somme qui était remise à une famille d'accueil française qui, quand je sortais de l'internat, me recevait une fois par mois. Donc c'est dans ces circonstances-là, grâce à ma mère, grâce à sa volonté, et puis à, on va dire, la gratitude, la reconnaissance et même la sympathie du Premier ministre Messmer, que j'ai pu quitter le Congo à l'âge de 8 ans, après quelques semaines de vacances, et faire un cursus total depuis la classe de CE2, je crois bien, jusqu'à mes études supérieures terminées. Donc c'est un coup de pouce. Dommage, je n'ai jamais pu croiser le Premier ministre Messmer jusqu'à son décès il y a quelques années, donc je n'ai pas pu lui rappeler ce qu'il avait dû d'ailleurs oublier probablement, qu'il a joué un rôle décisif dans ma vie. Parce que s'il n'était pas intervenu, je ne crois pas que mes parents auraient eu les moyens de m'envoyer en France dans un pensionnat et de subvenir à mes besoins là-bas. Donc je dois beaucoup à ce monsieur. Quand je le vois dans les images d'archives ou quand je le voyais de son vivant dans les médias français, j'avais toujours cette pensée sur ce qu'il a fait
vous voyez, une petite chose hein, pour lui, mais une grande chose décisive dans la vie de quelqu'un. Et c'est même un enseignement que nous devons avoir, nous tous, pour ce que nous pouvons faire de bien pour les autres. C'est-à-dire que ça nous paraît peut-être pour nous un détail futile, mais ce détail futile peut avoir un retentissement fondamental dans la vie de quelqu'un, et c'est ce qui est arrivé dans ma vie. Et puis deuxièmement, ben, c'est ma mère. Hein. Elle a montré là une capacité extraordinaire, parce qu'elle avait pressenti que ça pouvait avoir un retentissement décisif dans ma vie, et la preuve, puisque je pense que je lui dois les études dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier emploi? Eh bien, paradoxalement, contrairement à beaucoup d'étudiants, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, je n'ai pas fait de job d'étudiant ou de job d'été, parce que pendant l'année scolaire, bien évidemment, j'étais pris par les cours, à l'école primaire, secondaire, le collège et lycée, ou même la fac. Et l'été, je venais à Brazzaville, parce que dans tous les cas, mes parents avaient estimé nécessaire, et ils ont bien eu raison, que pour ne pas me couper totalement du Congo, parce que quitter un pays à l'âge de 8 ans et n'y revenir qu'à l'âge adulte, ça veut dire que je n'aurais eu aucun contact avec le Congo. Donc ils s'arrangeaient, malgré la cherté des billets, à ce que je vienne tous les ans en vacances, en juillet et août, chaque année. Donc ça m'a permis donc, de ne pas me couper du pays. Alors mon premier emploi, on va dire, juste à la fin de mes études, parce que vous savez, bon, quand on finit les études, que ce soit en France, ce qui était mon cas à l'époque, ou au Congo, il est extrêmement difficile de trouver tout de suite le travail de nos rêves, qui correspond à nos études, à notre formation et à notre vocation. Donc mes premiers jobs, il s'avère qu'ils ont été, comme pour beaucoup d'étudiants, des petits jobs, bon, pas chez McDonald's, hein, je n'avais pas commencé chez McDo, mais par contre, j'ai fait du télémarketing. Ouais, c'était mon premier job, parce qu'il fallait bien manger. En fait, c'est un job alimentaire. Oui, oui, mais c'est vraiment, parce que là, je vivais donc avec une jeune femme, j'avais ma première fille qui avait quelques mois, je venais de finir mes études, j'envoyais les CV un peu partout, et les réponses étaient toujours négatives. Et à ce moment-là, il fallait bien que je mange. Hein. Bon, ma compagne travaillait depuis des années. Moi, je venais de finir mes études, donc il fallait bien que je nourrisse ma fille et que j'assume ma charge et ma propre part du foyer et de la gestion du foyer. Donc j'ai cherché des petits jobs. Et le premier que j'ai eu, c'était du télémarketing. Non, c'était, oui, du télémarketing. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouvait sur une plateforme téléphonique, comme ça se fait même jusqu'à présent. On devait appeler, suivant les contrats signés par notre boîte, soit des médecins pour leur fourguer des rendez-vous avec des visiteurs médicaux, soit c'était des abonnements pour une revue, pour des encyclopédies à acheter, soit c'était, j'ai tout eu comme sorte de job. Ça m'a forgé, en plus de ma formation de juriste, ça m'a forgé dans l'idée et la capacité de vaincre les réticences, parce que vous savez, le téléphone, on a oublié ce que c'est que le téléphone fixe. C'était très intrusif. Aujourd'hui, on est tellement habitué au téléphone portable, parce que le téléphone portable est un complément de nous-mêmes, on l'a en permanence. Le téléphone fixe, on appelle des gens chez eux. Il ne faut pas oublier le principe. Et quand on les appelle, c'est un inconnu qui leur dit « je suis un tel », et on avait tous un faux nom, et le même d'ailleurs. On s'appelait, par exemple, on s'est appelé longtemps Claude Orsini, qui était le prénom Claude, il est masculin, féminin, et Orsini, c'était un nom choisi pour qu'il n'y ait pas trop de débat sur le nom. Donc, femme comme homme, on disait « oui, bonjour, je suis Claude Orsini ». Et le gars a dit « oui, mais vous m'appelez pourquoi ?»« Non, mais voilà, nous sommes la société tant. » Il fallait développer, déployer l'argumentaire qu'on avait sous les yeux, et trouver les techniques pour que la personne ne vous raccroche pas au nez, pour que la personne se mette en situation d'écoute de ce que vous lui proposez, et qu'à la fin, vous arrachiez un rendez-vous, si c'est un rendez-vous, que vous arrachiez une vente, si c'est une vente, et le tout, parce que la pression était là, il fallait non seulement accrocher les clients qu'on avait au téléphone, ce qu'on appelle techniquement des prospects, c'est comme ça qu'on les appelait, il devient client quand il a dit « OK ». Mais au départ, c'est un prospect. Et le tout sous la supervision d'un individu très brutal, qui fait le tour du plateau et qui, quand il constate que vous ne remplissez pas les quotas parce qu'il y a une moyenne horaire, eh bien, il vient vous menacer en vous disant bah, à la fin de la journée, si ça ne marche pas, tu dégages.
C'est comme ça. Donc vous voyez la double pression du client que vous tentez de convaincre au bout du fil, et vous aviez une liste qu'on vous donnait le matin, et puis quand vous avez fini, vous cochez. Voilà, c'était ça. Ça, c'est mon premier job, on va dire, après mes études. Le deuxième job toujours avant, alimentaire. Oui, toujours alimentaire. C'était plus sympa parce que c'était le début des portables. Comme quoi, il y a toujours une relation à tout. J'ai fini par être ministre des téléphones ici. C'était un job au moment du lancement des premiers portables, que vous n'avez certainement pas connu vous-même, qu'on appelait les Bebop de France Télécom. Alors c'était la mode à Paris, tout le monde devait avoir le téléphone Bebop, et j'étais au service client. Cette fois-ci, ce n'est pas nous qui appelions les clients, mais les clients qui nous appelaient, soit parce qu'ils avaient un problème lié au contrat d'abonnement, soit parce qu'ils avaient un problème technique. Et voilà, là aussi, il s'agissait, et ça a été très instructif et très formateur, parce que là, ce n'est pas vous qui appelez quelqu'un pour le déranger, et arriver à trouver la technique pour le convaincre déjà de ne pas raccrocher et de vous écouter. Dans l'autre sens, vous avez un client en détresse qui a une demande qui parfois est confuse, surtout s'il a un problème technique, et que vous devez reformuler et trouver une solution avec lui. Soit une solution immédiate que vous réglez vous-même parce qu'on avait un poste informatique avec des logiciels, soit une solution différée, parce que quand le problème était un peu plus grave, sérieux, vous le reportiez vers un service technique. Donc j'ai gardé ces deux expériences qui étaient rudes, qui étaient une pression pas possible, eh bien l'idée et la capacité justement d'essayer de trouver le moyen de rendre celui avec lequel vous parlez disponible à vous écouter. Et ça, c'est très important. Voilà. On n'acquiert pas forcément seulement des connaissances théoriques que j'ai apprises à la fac, le droit, etc. On acquiert dans son parcours personnel, avec ce genre d'expérience, d'autres compétences, d'autres capacités. Donc voilà mes premiers jobs, on va dire. Alors, votre formation de base, c'est juriste, hein, c'est bien ça? Oui, absolument. Alors, je voudrais savoir, de juriste à la politique, qu'est-ce qui vous a amené à la politique, justement? Bon, d'abord, il faut savoir que dans la tradition au niveau mondial, dans l'histoire du monde, beaucoup de juristes, et notamment des avocats, ont fini par faire de la politique. Hein, si vous regardez même le personnel politique un peu partout, moins en Afrique peut-être, mais dans les pays les plus avancés, vous constaterez qu'il y a une prédominance des juristes. Bon. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le métier juridique une disposition d'esprit à convaincre, ou à tenter de convaincre. Et un raisonnement juridique qui, à mon avis, se rapproche un peu du type de discours qu'on doit avoir en politique. Donc il y a déjà, à mon avis, cette approche-là. Bon, la deuxième chose, après, pour faire de la politique, il faut une vocation. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie. Je le dis avec solennité, parce qu'on a l'impression, quand on suit, on écoute beaucoup de gens, aujourd'hui, en 2018, que la politique serait une sorte de job comme un autre. Vous avez parlé tout à l'heure de job alimentaire. On a l'impression qu'on viendrait là, non pas pour une vocation de servir le public, c'est servir le public, mais beaucoup plus, bon tiens, il paraît qu'en politique on gagne bien. Non, mon approche a été la première, c'est-à-dire j'avais depuis un temps très long, malgré et ma formation et les premières fonctions que j'ai occupées dans les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, j'avais toujours quelque part dans l'esprit l'idée qu'un jour je ferais de la politique au Congo. J'avais cette idée. Bon, après, ça prend le temps que ça prend. Le temps, les circonstances font que dans un premier temps, vous ne pouvez pas. Et puis un jour, l'occasion se présente. Et vous avez, est-ce que voilà. Vous avez milité ou pas? Vous avez milité en temps? Militer, non, parce que je ne militais... arrivé directement comme ça à la politique? Non, je ne militais pas dans un parti. J'avais, bon, en France, j'avais des convictions et des sympathies à l'époque plutôt proches du Parti socialiste. Moi, quand j'ai fini mon lycée, c'est l'élection de François Mitterrand, quand j'étais au lycée. Donc j'ai été baigné dans cette atmosphère du changement que les Français attendaient en 1981. Et puis je suis resté un homme de gauche pendant quelques temps. Ça, c'était par rapport à la politique française. Et par rapport à notre pays, j'ai commencé à m'intéresser concrètement à la vie politique avec des amis, des frères, des collègues en France autour des années 97-98. Quand on a eu la guerre civile ici, ça a peut-être réveillé ma conscience politique et peut-être que c'est le déclic malheureusement négatif
qui a fait que je m'intéresse à la politique. Alors, il faut vous placer dans le contexte. J'ai à l'époque 32, 33 ans. On n'est pas comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Pour vous donner un ordre d'idée, les connexions Internet à l'époque, les forfaits, c'était 4 heures par mois. Je crois que les plus jeunes trouveraient ça inconcevable. Si je disais à mes enfants aujourd'hui qui sont branchés en permanence sur leur téléphone et leur tablette, qu'à l'époque, on avait un forfait de 4 heures de connexion Internet par mois, qui coûtait extrêmement cher, ils me diraient, mais c'est un monde préhistorique. Donc c'est grâce à cet outil que j'avais à l'époque que je suis entré en relation avec d'autres compatriotes de ma génération, et on s'est mis ensemble, sur la base de forums, de discussions, à nous intéresser à la vie politique du Congo. Et je me suis vraiment, et j'ai commencé vraiment à m'impliquer au moment de la guerre du Poul. Vous voyez, quand il y a eu la crise de décembre 98, j'ai commencé à militer, en tout cas sur la place de Paris, avec un certain nombre de collègues, dont certains aujourd'hui sont toujours là-bas. Hein. Voilà comment, disons, les choses ont démarré. Très bien. Et on dit aussi, hein, on entend souvent que c'est le Premier ministre André Milongo qui vous a tendu la main ou qui vous a emmené à la politique. Est-ce que c'est bien ça ou ça s'est passé différemment? Bon, d'abord, il faut resituer les choses dans leur contexte. J'ai un parent, disons comme ça, un beau-parent, qui était marié à une tante. Et lui était un ancien collaborateur et du président André Milongo et d'un de ses ministres qui s'appelait le défunt ministre Mationa. Il fut même son DIRCAB, le monsieur dont je vous parle. Et par hasard, il est venu à Rouen avec ma tante, dont il était l'époux, en visite chez des parents, et on s'est mis à échanger sur le plan politique. Il m'a dit, ah, tu es un garçon intéressant, il faut que je te présente au président Milongo. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et quelques semaines plus tard, moi j'avais totalement oublié, hein, je pensais qu'il avait peut-être lancé une boutade comme ça, et qu'une fois sorti du repas, il oublierait. Il m'appelle, il me dit, ben écoute, j'ai une bonne surprise, j'ai parlé avec le président Milongo, et tiens à te rencontrer pour échanger avec toi. Et donc le week-end d'après, puisque je travaillais en France, à Rouen, dans une société française, j'ai pris mon train à la gare, je suis arrivé à Créteil, chez le président Milongo, et il m'a reçu. C'est un monsieur qui ne parlait pas beaucoup, on a échangé quand même, et on est passé à table, et à la fin, sans dire quoi que ce soit de plus, il a dit, bon, on se reverra. J'ai pris ses coordonnées. Je vous rappelle encore le contexte, hein, les téléphones portables étaient très embryonnaires, donc il m'a donné son téléphone fixe, et de temps en temps, on commençait à s'appeler, il me demandait mon avis, etc. Et là où il y a eu accélération de notre collaboration, c'est quand il y a eu le dialogue de 2001, le dialogue national, sans exclusive. Et il m'avait demandé de préparer un certain nombre de documents, parce que lui était un des acteurs principaux du futur dialogue de 2001. Et à ce moment-là, j'ai préparé tout cela, comme il le souhaitait. Et pour l'anecdote, pour que vous compreniez parfois la difficulté pour les jeunes politiciens quand ils arrivent dans le milieu, ce dialogue-là devait ramener au Congo un certain nombre d'acteurs politiques qui avaient quitté le pays après la guerre de 97. Donc, beaucoup d'acteurs du dialogue devaient pratiquement être financés pour rentrer au pays. Bon, alors, il y a eu tout un micmac. Moi, j'étais un tout jeune inconnu au bataillon, travaillant avec le président Milongo. Il y a quelques aînés, la diaspora politique de l'époque, qui, voulant absolument venir au dialogue, ont fait disparaître mon nom. Donc, je n'ai pas pu venir à Brazzaville en 2001 pour le dialogue. Et malheureusement, le président Milongo n'avait pas pu imposer, parce qu'il y avait un nombre pour parler crûment, de billets qui avaient été envoyés depuis Brazzaville. Ils se disent, bon, le gamin, là, on ne va pas le prendre, même s'il peut être ce qu'il est. Et c'est plutôt des acteurs un peu aguerris qui... Je ne cite pas lesquels, hein, mais c'est des gens que je côtoie toujours aujourd'hui. Et je pense qu'ils doivent se rappeler aussi de ce que vulgairement on appelle un tacle. Quand vous
vous empêchez quelqu'un de, disons, de faire quelque chose. Voilà, j'ai été victime d'un tacle et je ne suis pas venu au dialogue. Donc ça a été ma première expérience. Et puis l'année d'après, parce que je continuais à être dans la mouvance du président Milongo, quand il a commencé à songer à sa candidature pour l'élection de 2002, il y a eu 2 phases. À ma grande surprise, alors qu'il avait des militants de son parti plus aguerris et plus anciens, sachant que je n'étais même pas membre de l'UDR Mwenda, il m'a proposé de venir avec lui pour la campagne du référendum, janvier 2002. Et je me rappelle que c'était tellement brusque que j'ai dû dire à mon employeur que je prenais un congé sans solde. Parce que j'avais une circonstance familiale, c'est comme ça que je lui avais présenté la chose. Et je suis venu à Brazzaville avec le président Milongo. Et on a fait la campagne du référendum. Puis je suis reparti en France, et lui également. Et à ce moment-là, à ma grande surprise, quand il a décidé de présenter sa candidature comme candidat à la présidence, il m'a proposé de venir avec lui comme son directeur de campagne. Voilà. Alors là, je peux considérer que c'est le début réel de ma vie politique. Parce que là, c'était plus juste de conseiller un homme d'État, c'était plus juste de lui faire des discours, ce n'était plus seulement de parler de la politique en théorie, de faire des réflexions avec des amis, mais c'était entrer concrètement dans la vie politique, parce que quand vous êtes directeur de campagne, vous êtes un manager. D'ailleurs, aux États-Unis, on dit campagne manager. C'est ça le directeur de campagne, c'est un manager qui manage une équipe, à la fois les hommes qui animent la campagne du candidat, les hommes et les femmes, mais aussi la logistique et tout ce qui est lié à une campagne. Et j'ai donc appris sur le tas, en février-mars 2002, ce que c'était que d'être dans une campagne politique au plus haut niveau dans son pays, c'est-à-dire ici au Congo. Donc c'est ma première vraie expérience et je la dois donc au président Milongo. Très intéressant. Vraiment, c'est très intéressant. Mais une fois que vous avez terminé, est-ce que vous êtes revenu justement sur Paris, hein, on pourrait dire ça, mais comment je ne vais pas vraiment dire opposition, mais on peut dire aussi opposition, comment de l'opposition vous êtes passé à la mouvance? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'abord, je peux faire un témoignage sur le président Milongo. Le président Milongo était un homme de paix, un homme qui avait, bon, on le sait tous, une probité, une honnêteté, une hauteur de vue qui faisait qu'il ne pouvait pas être un extrémiste, ni un radical, ni quelqu'un qui pourrait vouloir embraser le pays pour prendre le pouvoir. Donc, en quelque sorte, j'étais un opposant modéré à ses côtés, lui-même étant un homme d'État d'opposition modérée. Et quand on dit modéré, ça veut dire qu'on ne dit pas systématiquement que tout ce qui est fait par ceux qui sont au pouvoir est mauvais et que tout ce que nous ferions, nous, si nous venions au pouvoir, serait positif. Hein, il n'y a pas, de notre point de vue et de mon point de vue d'aujourd'hui comme de l'époque, il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils qui seraient nous. Il y a du bon et du mauvais de part et d'autre. Il y a une volonté commune, c'est la volonté de sortir le pays de ses problèmes. Et il y a un sentiment commun qui s'appelle le patriotisme. Donc c'est d'abord, ça part de ça. Donc maintenant, quand vous dites comment passer d'un opposant modéré à travailler pour le président de la République, quand je dis opposant modéré, j'ai tout dit. C'est-à-dire, si la question aurait été intéressante, si on disait il était extrémiste et il voulait embraser le pays, puis tout d'un coup il travaille avec le chef de l'État. C'est là où la question se poserait. Non, les choses se sont faites de manière tout à fait naturelle. Quand j'ai achevé la période électorale de 2002, alors pour l'anecdote, il faut savoir que je m'étais présenté comme candidat député, indépendant, mais soutenu par l'UDR Mwenda, et j'ai été battu en 2002 à Mfilou, de 11 voix d'ailleurs, pour votre information. J'ai été battu par la ministre Émilienne Raoul, qui était candidate dans la même circonscription que moi, à Mfilou, et elle m'a battu de 11 voix au deuxième tour. C'est comme ça, c'était de justesse et très malheureux pour moi. Et après tout ce cycle électoral, j'ai décidé de repartir en France. Parce que je n'avais plus... il fallait bien que je reprenne mon job. Après cette longue période où j'avais dû prendre des congés, etc. Puis il fallait bien que je revienne, que je reparte là-bas pour nourrir ma famille.
Et j'ai donc repris mon travail. Et à distance, je continuais à être en contact avec le président Milongo, avec lequel on échangeait volontiers. Et entre-temps, j'apporte un détail, il faut quand même que vous le sachiez. J'avais pendant toute la période électorale quelques contacts avec des personnalités politiques, des hommes d'État qui étaient eux aux affaires. Par exemple, le ministre d'État Florent Tsiba. Et pendant toute la période où j'étais à Brazzaville, et grâce à un ami commun, un de ses collaborateurs à lui, et qui est devenu un ami à moi, eh bien nous avons sympathisé. Et pour l'anecdote, et donc c'est lui qui a servi vraiment de lien avec le président de la République. Hein, je le dis, c'est peut-être une révélation, mais bon, au moins ça sera dit. On me l'a présenté, donc le ministre d'État de Tsiba. C'est une forme de reconnaissance envers vous. En 2002, je me rappellerai pour l'anecdote, c'est que son collaborateur, qui était donc un grand frère pour moi, me dit, bon, viens, je vais te présenter au ministre. On monte dans le bureau. Alors, eux, ils restent dans la salle d'attente, au ministère des Travaux publics à l'époque. Au bout de 5 minutes, ils nous entendent de l'extérieur rire aux éclats. Je me dis, mais des gens qui viennent à peine de se connaître, ils sont déjà en train de rire aux éclats. Donc, pourquoi? Pour l'anecdote, encore une fois. Tout simplement que, comme on a commencé à parler, lui et moi simple citoyen, lui ministre en fonction, ministre d'État de Tsiba, on a parié, dans les 5 minutes qui ont suivi mon entrée dans le bureau, on a parié sur la défaite de Jospin. Lui disait Jospin va perdre, et moi je disais non, Jospin va gagner. Il me dit bon, on parie quoi? Je lui dis bon, une caisse de champagne, sauf que je ne pourrais pas vous la payer, c'est ce que je lui dis, j'ai pas un rond. Il me dit bon, c'est pas grave, mais on parie une caisse de champagne. Et on en a éclaté de rire. Et voilà comment, avec ce grand homme d'État, un monsieur très ouvert, voilà comment j'ai sympathisé. Et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, à la fin de tout ce cycle électoral, je suis reparti en France, j'ai repris mon job, je restais en contact avec le président Milongo, et puis avec le ministre d'État de Tsiba. Et le ministre d'État, je me rappellerai toujours, là je vais vous décrire un peu les choses, m'appelle un jour, il me dit bon, j'ai parlé avec le président de la République, et il tient absolument à te voir, est-ce que tu es à Brazza en ce moment? Je dis non. Il me dit, il m'a demandé d'organiser ton retour pour que vous échangiez. Et malheureusement, pour des raisons diverses, ça ne s'est pas fait comme ça. Et finalement, le président de la République est venu à Paris. Là, nous sommes en février 2003, pour le sommet France-Afrique. C'était le président Chirac qui avait invité les chefs d'État africains. Vous voyez, tous les 2 ans, je crois qu'il y a un sommet France-Afrique. Et en marge du sommet, le dernier jour du sommet, je reçois un appel d'un collaborateur très proche du président de la République, le conseiller spécial, le ministre Okeba Jean-Dominique, qui me dit « Monsieur Mungala, oui. Monsieur Thierry Mungala, oui. Bon, écoutez, voilà, je suis un tel, et est-ce que vous pourriez passer me voir demain ?» Et quand je suis arrivé, à ma grande surprise, c'est le président de la République qui me reçoit. Donc c'était extrêmement émouvant. On parle d'émotion. Vous pensiez venir voir quelqu'un d'autre pour probablement une affaire vous concernant, et vous arrivez et on vous annonce comme ça à froid que c'est le président de la République qui vous reçoit. Et je peux vous assurer que quand un homme d'État vous reçoit en vous disant des choses qu'il m'a dites, que je me réserve de dire, c'est un grand honneur. Voilà, vous êtes un simple citoyen. Et je peux juste vous donner la conclusion. Le président me dit, ici on ne peut pas parler, il finissait sa visite officielle, il finissait ses audiences, il me dit, je voulais juste qu'on échange là, mais venez à Brazzaville, c'est là-bas qu'on va parler. Je vous reçois à Brazzaville. Et nous nous sommes organisés, je suis rentré à Brazzaville, et il m'a reçu. Je peux même vous donner là également une anecdote, parce que c'est toujours intéressant. Là, on parlait bien des portables, ils existaient bien. Le jour où le président de la République doit me recevoir, je ne suis pas informé, c'est le dernier moment. Ce jour-là, je suis au marché Total, en train d'acheter je ne sais quoi. Je suis en jean, chemisette. Le ministre d'État de Tsiba, qui est à la manœuvre, me fait appeler, on n'arrive pas à me joindre, problème de réseau sur le téléphone congolais. Et on finit par me joindre, on me dit, mais tu es où? Je dis, je suis
totale. Mais ça fait 20 minutes que le président de la République t'attend. Quand j'arrive enfin à Mpila, le président était à Mpila à l'époque, il est assis, il me dit « Ah, on a eu du mal à vous trouver. » On a eu du mal à vous trouver. Donc, c'est une grande émotion. Encore une fois. Parce qu'encore une fois, c'est le chef d'État. Hein, il ne faut pas placer les choses autrement. Et finalement, nous avons ce jour-là beaucoup parlé. Le président m'a beaucoup écouté. Et il a juste conclu, on va se revoir. Voilà. Comment je me suis retrouvé. Il m'a posé donc une question. Parce que tout ça, pour vous expliquer un peu le contexte, vous avez dit comment on passe de l'opposition modérée au président de la République. Parce que l'opposition modérée et les gestionnaires du pouvoir, et notamment l'homme d'État qui est le président de la République, ne sont pas si éloignés que ça. Parce que les valeurs, je les ai rappelées tout à l'heure, c'est les valeurs de paix, c'est la volonté de construire le pays, c'est le patriotisme, c'est la volonté d'être responsable dans l'approche des problèmes politiques, c'est ça. Et il n'y a pas un monopole qui serait celui de l'opposition ou de la majorité sur le sujet. La ligne qui sépare les uns et les autres dans la classe politique, c'est ceux qui sont pour la paix et le progrès, et puis ceux qui sont pour l'embrasement et la violence. C'est là où il y a la ligne. Mais dans ceux qui sont pour la paix et le progrès, les frontières sont assez poreuses. Elles sont ouvertes. Elles permettent que, face à des situations données, on soit amené à travailler avec les autorités. Et le président de la République, vis-à-vis de moi, a eu cette ouverture d'esprit. Mais encore une fois, j'ai été modéré. Mais voyez même plus, il a eu des ministres, des collaborateurs, qui, au moment le plus chaud de ce pays, avec les violences qu'on a connues, qui étaient de l'autre côté, qui étaient en face, qui étaient du camp de ceux qui se battaient contre lui, physiquement, dans la violence. Ça n'a pas empêché le président de la République de recruter ses collaborateurs, de les nommer à des fonctions hautes dans cet État. On peut les citer, hein. Il y en a qui aujourd'hui sont repartis dans l'opposition la plus dure, la plus violente ou la plus sévère, et on les connaît, pas besoin de les citer. On a des gens qui siégeaient en même temps que moi au gouvernement, et qui aujourd'hui sont repartis un peu dans des errements qui relèvent de l'intolérance. Donc voilà, c'est la grandeur d'un homme d'abord. Et quand celui qui dirige le pays vous demande d'être à ses côtés pour apporter votre toute petite pierre à l'édifice, ça ne se refuse pas. Et encore une fois, sur la base des valeurs que je viens d'évoquer, modéré d'opposition n'a pas grande nuance ou différence avec celui qui gère et ceux qui gèrent l'État dans son quotidien et dans son avenir. M. Mongala, quel est votre sentiment sur des commérages que l'on raconte sur vous, par exemple dans les réseaux sociaux, hein, on vous attribue je ne sais pas si c'est des mensonges ou on vous qualifie de beaucoup de choses. D'ailleurs, je ne vais pas dire, mais il est vrai qu'on parle énormément de mal de vous, mais qu'est-ce que vous ressentez par rapport à toutes ces critiques, toute cette méchanceté, ces critiques, tout ce qui est dit sur vous? Bon, d'abord, il faut savoir que dans ma vie ministérielle, je ne parle pas de la vie politique, mais ma carrière ministérielle, il y a deux phases. Celle d'avant les fonctions que j'occupe aujourd'hui, c'est-à-dire de porte-parole et de ministre de la Communication, c'est la deuxième phase. Et la première où j'étais ministre des Nouvelles Technologies, des Postes et Télécommunications. Quand j'étais dans ce ministère qui était un peu plus technique, qui est un peu ce que moi j'appelle le ministère de l'avenir, parce que qui parle de nouvelles technologies, du numérique, on parle de quelque chose qui ne fait pas trop de débat, c'est plutôt du consensus. Tout le monde sait qu'il faut bien de la fibre optique, qu'il faut bien des réseaux téléphoniques de bonne qualité et qu'il faut développer ce qu'on appelle le e-gouv, le e-gouvernement. Donc j'étais dans un ministère où j'ai pu apprendre le métier de ministre et avoir une image publique assez consensuelle, justement parce que le portefeuille était moins politique que celui que j'occupe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, malgré ça, malgré ce que je viens de dire sur la première phase de ma vie ministérielle, j'ai une anecdote à vous raconter. J'étais ministre donc, des télécoms et il y avait eu une affaire assez scabreuse au niveau de la Poste, ce qu'on appelle Sopeco, notamment du centre des chèques postaux. Et il y a un individu qui, depuis lors, est devenu un opposant radical, qui avait pondu des articles en
disant qu'il y avait des malversations commises par le ministre Mungala au niveau de la Poste. J'avais même porté plainte et gagné le procès d'ailleurs contre ce monsieur. Et j'avais demandé simplement 1 franc de CFA de dommages et intérêts, parce que je ne voulais pas lui prendre son argent, je voulais simplement rétablir mon honneur. Bref, c'est dans ce contexte-là que justement les réseaux sociaux, s'emparant de cette affaire, publient des articles incendiaires et des gens viennent commenter de manière très méchante. Ma fille, cadette, qui à l'époque avait, nous sommes en 2013, elle avait 14 ans, elle lit ça sur le net. Alors moi j'étais au bureau au ministère des Télécoms, elle était à la maison, ici là où nous habitons. Et je la vois, parce que je suis branché sur Facebook, je la vois réagir, mais avec son, pas un pseudo, elle réagit avec son compte à elle, d'enfant. Elle s'appelle, enfin je donne pas, je donne pas son prénom parce que les gens seraient capables de la retrouver. Hein, sur Facebook, j'ai pas envie. Bref, je la vois réagir, où elle défend en fait son papa, parce qu'elle pense que son papa a été attaqué. Et les gens tombent sur elle, l'injurient, mais on sait pourquoi tu dis ça, espèce de... Bon, des noms d'oiseaux que je ne vous répète même pas. De toute façon, on voit avec le nom que tu portes, pourquoi tu le défends. Maintenant, moi, j'appelle ma fille. Je lui dis, hey, arrête de réagir là. D'abord, tu remarqueras qu'ils sont tellement primaires qu'ils t'injurient, mais avec des trucs tellement vulgaires, que je ne pense pas que tes oreilles soient faites pour entendre des méchancetés pareilles contre toi ou contre moi. Deuxièmement, ce n'est pas ton papa qu'on attaque. C'est le ministre du président Sassou. Donc tout ce que tu peux lire là, vrai ou faux, ne t'occupe pas. Ça, c'est l'homme public. Ne réagis jamais. Ce n'est pas ton problème. On n'attaque pas ton papa que tu connais dans sa vie, comment il vit avec ses enfants que vous êtes vous tous. Ce n'est pas le papa qu'on attaque. On attaque l'homme public qui est le ministre du président Sassou. Ne réagis plus jamais. Donc déjà, j'avais interdit aux enfants d'intervenir dans ce type de débat, et pourtant je n'étais que dans un ministère que je qualifie de technique. Alors la deuxième phase, et c'est là où on vient à votre constat, ce qu'on déverse sur vous, mais c'est parce que nous n'avons pas, excusez-moi de le dire comme ça, encore acquis cette maturité politique qui permet aux gens de distinguer le message qui est émis et le messager. C'est-à-dire que si on n'aime pas le message, mais c'est le porte-parole du gouvernement. Il ne s'est pas levé le matin en disant, ce porte-parole, tiens, je vais aller dire une bêtise qui va énerver une partie de la société. Il dit ce qui est l'expression publique de l'État au moment où il doit formuler cette expression-là. Il dit ce que l'État pense officiellement sur telle ou telle question d'actualité. Donc il y a des gens qui font l'amalgame, qui n'arrivent pas à distinguer le message qu'on peut ne pas aimer, il est ce qu'il est, et l'individu qui porte le message. Voilà, ça part d'abord de là. C'est qu'il y a un distinguo qui n'est pas fait par les uns et les autres. On n'aime pas le message m'énerve, donc celui qui le porte m'énerve. Mais c'est en Afrique, hein. Si vous allez scruter ce qui se passe dans tous les pays en Afrique, vous verrez que les porte-paroles des différents gouvernements sont traités de la même manière. Je lisais l'autre jour ce qu'on dit du porte-parole, de l'ex-porte-parole, parce qu'il a changé de portefeuille, d'un pays voisin au nôtre, ben, c'est les mêmes noms d'oiseaux qu'on attribue. Arrogance, il dit n'importe quoi, il ment, il va voir ce qui va lui arriver quand ils ne seront plus aux affaires. Tchakou national, ça c'est mon point commun avec Mende de RDC. Les autres disent perroquet, ou dans leur langue ils disent perroquet dans leur langue vernaculaire. Bref, c'est les mêmes insultes, les mêmes reproches. Parce qu'en Afrique, encore une fois, on ne distinguera pas le message du messager. C'est d'abord ça le principal problème. Quand vous voyez ce qui se passe en Europe, en France par exemple, vous habitez en France, il n'y a pas cet affect vis-à-vis du porte-parole en France qui est Benjamin Griveaux. On peut ne pas aimer ce qu'il dit, ça peut être un opposant proche de Mélenchon qui apparemment a une grosse rancune contre Macron, mais ils ne vont pas traiter le porte-parole du gouvernement de tous les noms d'oiseaux, parce qu'il fait son job d'abord. Parce que s'il ne porte pas la parole, il ne sert à rien, il porte une parole. Ça part d'abord de là. Après, ça peut être lié aussi aux passions de la vie politique. Mais il faut éviter, pour moi, en tout cas ça a toujours été ma façon de voir les choses,
Vous n'entendrez jamais, et en tout cas j'espère que je ne l'ai pas fait dans le passé, et j'espère ne pas le faire dans l'avenir, dans ma bouche d'attaque personnelle. Je vais attaquer des déclarations publiques d'hommes, de femmes politiques, parce que nous ne partageons pas forcément le même point de vue sur un sujet donné, nous n'avons pas forcément les mêmes convictions. Pourquoi n'ont-ils pas le discernement nécessaire au niveau des hommes politiques? Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être, comme je le disais, peut-être il n'y a pas d'école ici au Congo qui les aide justement à comprendre comment fonctionne le politique. Comment fonctionne le politique alors Non, on ne peut pas faire un lien entre un diplôme ou une formation universitaire ou autre, et puis la capacité d'être un homme d'État, un grand homme d'État ou un petit homme d'État. Non, il y a des autodidactes, des gens qui n'ont pas fait d'études, qui se sont révélés dans la vie des grands hommes d'État. De même, il y a des gens bardés de diplômes, en France comme ici, comme ailleurs, qui ont lamentablement échoué en politique. Mais pourtant, en France, on trouve des matières politiques. Non, dans les écoles, justement. La vocation de l'homme politique, c'est d'abord là. Son envie de se mettre au service du public. La formation n'a rien à y voir. C'est une question de principe d'abord. Parce que quand on devient un homme ou une femme publique, justement, il faut accepter que, quelque part, on soit attaqué sur sa surface publique. Là où il y a excès, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que les gens débordent de ce qu'ils ont comme image de vous, comme homme ou femme publique, de ce que vous êtes réellement. Et du coup, ça déborde. Hein, c'est-à-dire que c'est un déferlement de haine. Non pas sur votre personnage public, avec votre discours, mais sur ce que vous êtes, que les gens, par définition, ne connaissent pas, sauf vos proches, sauf ceux avec lesquels vous avez eu une relation amicale, professionnelle ou autre, qui, eux, vous connaissent comme individu. Et donc, ça, c'est un problème, je l'ai dit tout à l'heure, de maturité, de savoir prendre du recul, et que l'espace politique, ce n'est pas un terrain pour faire des batailles violentes, et nous ne sommes pas des ennemis. Quand vous voyez les débats en France, à l'Assemblée nationale, les gens se tapent dessus, politiquement parlant. Mais vous les retrouvez à la buvette, et parfois vous apprenez, quand vous lisez leur biographie, ben, tiens, un tel était le meilleur ami d'un tel. On a des exemples célèbres. Chirac, le président Chirac et Rocard, Premier ministre de Mitterrand, n'étaient pas du même bord. Mais quand vous creusez, vous apercevez qu'ils ont été ensemble à Sciences Politiques et à l'ENA, et qu'ils étaient des grands amis. Mais pourtant, ils ne partageaient pas des opinions politiques communes. Donc c'est une question de principe, de valeur, d'éthique et de maturité. Je pense que ça viendra un jour. Ça viendra un jour. Je crois que les Congolais sauront faire le distinguo entre la vie politique, l'espace public, l'agora, comme disaient nos ancêtres les Grecs, et puis l'espace privé, qui est autre chose. Et ce que l'on voit en public, c'est un personnage public. C'est un peu comme vous, quand vous jouez une pièce de théâtre. C'est comme si on s'en prenait à l'acteur parce qu'il joue le méchant. C'est son rôle. Bon, de même, vous en prenez à l'homme politique parce qu'il ne partage pas vos opinions ou vous ne partagez pas les siennes. Non, il est dans son rôle, vous êtes dans le vôtre. Maintenant, après, ça ne vous empêche pas d'avoir des passerelles qui vous permettent, parce que c'est ça un pays, pour qu'il soit pacifié, des passerelles citoyennes qui vous rapprochent. À l'extérieur, vous pouvez vous entendre sans avoir les mêmes opinions. Moi, aujourd'hui, j'ai des amis, des proches, parfois même dans le milieu professionnel, je parle même de journalistes, avec lesquels j'ai des relations presque fraternelles, avec lesquels il y a des relations qui sont telles qu'on peut s'entraider, mais ça n'empêchera pas que le lendemain d'une visite amicale ou fraternelle, je puisse retrouver un article dans la presse où il va m'attaquer, pas l'homme, mais il va attaquer l'homme politique dans son action. Et je ne lui en voudrais pas, je considère que c'est normal. Voilà, c'est une question de limite dans l'approche que nous avons de la politique, et moi j'appelle ça tolérance ou intolérance. Et donc nous devons gagner en tolérance. Et je pense que, j'espère, je suis optimiste, qu'un jour on aura plus de tolérance dans notre vie politique. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Lungala. Nous arrivons au terme de notre émission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, le mot de la fin? Quel est votre plat congolais préféré? Alors moi, j'en ai deux. D'abord, c'était le sakasaka que
défunte mère qui donnait la recette de sa propre mère, ma grand-mère. Et quelle est la recette? Non, je ne connais pas les ingrédients, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours aimé son sakasaka. Et malheureusement, tout ce que je trouve aujourd'hui au restaurant, partout, ça n'a pas la même saveur. Je ne sais pas ce que la grand-mère et la maman mettaient là-dedans. Mais bon, quand même, on va considérer que le sakasaka, ça reste toujours pour moi un plat important. Et puis il y a, alors là c'est vraiment le plat préféré, c'est les haricots en sauce, soit avec du poisson salé, soit avec de la viande. Voilà, les madessu. Ça c'est avec un bon manioc, du piment. Là, c'est la fête pour moi. Et votre musique préférée? Oh, un peu de tout. D'abord de la musique bon, de mon époque, hein, parce que, encore une fois, on est le fruit de son époque. Et je me rappelle quand j'étais jeune, nos parents, quand ils écoutaient ce que nous on écoutait, ils disaient « Ah, ça c'est du bruit ». Nous, c'était la bonne musique. Donc mes parents étant de la génération jeune des années 60, eux c'était African Jazz, et tout ce qu'on avait à l'époque. Et nous, enfants des années 80, puisque c'était notre jeunesse, des Aiko, Shock Stars, Pépé Calais, enfin tout ce qui existait à l'époque, nos parents disaient « c'est du bruit ». Eh bien, nous, on leur disait, oh, ben non, ça c'est notre époque, la vôtre, là, on ne compte pas. Ben, nous, on arrive au même travers. Nous, on dit à nos enfants, ça c'est du bruit, tout ce qu'ils écoutent. Et puis, on est un peu accroché à cette époque. Et puis, bon, j'ai des goûts assez larges, hein, parce que moi, comme vous le savez, j'ai vécu en Europe. Donc, j'ai à la fois notre musique nationale, qu'elle soit de la rive gauche ou de la rive droite du Congo, et puis beaucoup de musique occidentale, pop, rock, etc., que j'écoute même jusqu'à présent. J'ai une tablette, j'ai mon casque, et quand je fais des longs voyages, des longs trajets, avion ou autre moyen de transport, en permanence de la musique. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. J'espère à bientôt. À bientôt. 100% Congo vous remercie de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Donc à très bientôt dans l'émission de tous les Congolais. Écoutez-moi ça. Gigi, yaka kolongolanga mpinzali na helongi. Poki sasa oyo tena moto, ngane akoka komema na ngate mama. Mani, maneli ngaina na degré. Chéri akitisi bolingo na 45. Ekila na pesi chéri aboki mibeko. Jeje, ngana ezanga na ngai tata. Chéri akati ngai mopanga na moto.